Ma colocataire se levait en pleine nuit en marchant dans son sommeil. Quand elle se réveillait, on lui demandait ce qu'elle avait rêvé. Elle nous a dit un jour qu'elle avait rêvé qu'elle coupait une pastèque, mais qu'elle n'était pas encore mûre. On a toutes rigolé, mais la nuit suivante, je me suis réveillée, et j'ai trouvé ma colocataire, en train de somnambuler, debout juste au-dessus de moi. Dans une main, elle tenait quelque chose. Dans l'autre, elle touchait le haut de ma tête. Mon cœur s'est arrêté. Elle murmurait à voix basse, « Celle-ci est à point ». Tout mon corps s'est contracté d'un coup, et j'ai poussé un cri perçant. Ah! Ce cri a réveillé immédiatement les deux autres filles de notre chambre universitaire. La petite lampe de bureau d'Olivia, depuis le lit du haut, s'est allumée brusquement, éclairant toute la scène devant moi. Megan était là, debout face à moi, les yeux ouverts mais complètement vides, une main toujours posée sur ma tête. Et dans l'autre, une grande lame de cuisine levée dans l'air. Mon sang s'est glacé. Chloé, depuis le lit d'en face, s'était déjà redressée. Comme elle faisait du sport, ses réflexes ont été immédiats. Elle s'est précipitée et a attrapé Megan par derrière, lui bloquant les bras. Je suis revenue à moi d'un coup. J'ai attrapé la bouteille d'eau à moitié vide sur ma table de nuit et je la lui ai jetée directement au visage, sans réfléchir. Megan a sursauté. Ses yeux flous ont fini par retrouver leur clarté. En voyant ce qu'elle tenait dans la main, elle a lâché un petit cri et a laissé tomber le couteau avec un bruit sec. Qu'est-ce qui se passe? Mon visage était devenu aussi pâle que le mur. C'est plutôt à nous de te poser la question. Tu as la moindre idée de ce que tu faisais? Le visage de Megan est devenu blanc. Elle a balbutié. J'ai juste fait un rêve. J'étais encore dans le champ de pastèques. Je cueillais. Et cette fois, j'en ai enfin trouvé une mûre. Je voulais la couper. On a toutes perdu le peu de couleur qui nous restait au visage. Megan avait toujours eu des problèmes de somnambulisme. Quand on l'avait découvert au début du semestre, on avait toutes eu très peur. Mais avec le temps, on s'était rendu compte que, lorsqu'elle marchait en dormant, elle se contentait de rester immobile près de la fenêtre, complètement absente. Et comme on s'entendait bien toutes les quatre pendant la journée, on avait fini par ne plus s'inquiéter. Au contraire, on avait même commencé à en plaisanter. On lui demandait souvent ce qu'elle avait rêvé. Et ces derniers temps, sa réponse était presque toujours la même. Elle disait qu'elle rêvait qu'elle était retournée dans le champ de pastèques de son grand-père, quand elle était petite. Elle disait qu'elle cherchait une grosse pastèque bien sucrée, qu'elle voulait l'ouvrir et la manger, mais qu'aucune n'était mûre. Avant, ça nous faisait rire, mais plus maintenant. Parce que, en repensant à la façon dont Megan avait posé sa main sur ma tête, c'était évident. La pastèque mûre dont elle parlait, c'était ma tête. Je baissais les yeux vers le sol. La grande lame de cuisine était encore là. C'était celle que Chloé utilisait habituellement pour couper des fruits dans la chambre. Grande, lourde et surtout très tranchante. Si je ne m'étais pas réveillée à temps, Megan aurait pu me faire très mal. Rien que d'y penser, un frisson glacé me parcourut tout le corps. Je me levai d'un bond. Allez chercher la surveillante. Je veux changer de chambre. La surveillante n'était clairement pas contente d'avoir été réveillée en pleine nuit. Mais après avoir écouté notre histoire, même elle avait l'air choquée. Megan, je vais contacter ton conseiller pour parler à tes parents. Il faudra que tu voies un médecin. En attendant, tu vas être déplacée dans la chambre vide à l'étage au-dessus. Megan semblait complètement perdue. Les yeux rouges, elle commença à rassembler ses affaires. Elle déménagea rapidement. Et peu de temps après, elle envoya une photo dans notre groupe. Sur l'image, on voyait clairement qu'elle avait bloqué la porte avec plusieurs objets. Avec le message, « J'ai fermé la porte à clé et je l'ai bloquée avec tout ce que j'ai trouvé. J'ai aussi retiré tous les objets dangereux. Ne vous inquiétez pas, je ne ferai de mal à personne. » En lisant ça, on s'est toutes senties un peu mal. Olivia finit par dire doucement, « Vous pensez qu'on a été trop dur ?» Mais Chloé répondit immédiatement, « Trop dur ? Attends qu'elle fasse quelque chose de grave, et on en reparlera. » Chloé avait un caractère direct. Ces mots ont suffi à faire disparaître le peu de culpabilité que je ressentais. De toute façon, on n'était même pas dans le même département. Après son départ, on ne l'a plus vue pendant plusieurs jours, jusqu'à 3 jours plus tard, très tôt le matin. Avant même le lever du soleil, un cri glaçant a résonné dans tout le bâtiment. On s'est toutes réveillées en sursaut. « C'est quoi ça ?» Chloé descendit de son lit, clairement agacée. Olivia, encore à moitié endormie, attrapa son téléphone. Il n'est même pas 6 heures. Puis soudain, elle se figea. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a ?» Olivia tremblait. « Je viens de voir dans le groupe de l'école. Quelqu'un est mort dans notre résidence. »« Quoi ?» Chloé et moi avons pâli immédiatement. « Dans quelle chambre? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Les mains d'Olivia tremblaient en tenant son téléphone. Puis son visage devint encore plus blanc. C'est à l'étage juste au-dessus de nous. Elle leva lentement les yeux vers le plafond. Ils disent qu'elle est morte après un coup à la tête, d'une façon vraiment étrange.
Un silence pesant s'installa dans la pièce. On pensait toutes à la même chose. Après quelques secondes, je murmurai « Ça ne peut pas être Megan. »« Pas vrai ?» Chloé répondit d'une voix froide. « J'ai déjà vu des films où des somnambules peuvent ouvrir des portes et même faire du vélo. » La pièce retomba dans le silence. Personne n'avait envie de continuer cette conversation. Finalement, Olivia prit la parole, essayant de se rassurer elle-même. « Bon, ne nous faisons pas peur inutilement. Qui est responsable? C'est le problème de la police. On ne devrait pas trop y penser. » Chloé et moi avons hoché la tête en silence. On s'est levés, on s'est préparés, et on n'a plus reparlé du sujet. Mais toute la journée, le campus entier ne parlait que de ça. La victime était une étudiante de première année, du département de littérature. Apparemment, elle avait reçu un coup très violent à la tête. Ses colocataires, celles qui l'avaient retrouvée, étaient complètement traumatisées. Des voitures de police étaient stationnées devant la résidence. La chambre avait été isolée, et les rumeurs devenaient de plus en plus inquiétantes. Tout le monde était sur les nerfs. Le soir même, Olivia, Chloé et moi étions à la cafétéria en train de manger quand, clang, un plateau s'est posé brusquement sur notre table. J'ai levé les yeux et j'ai vu le sourire de Megan. Olivia, Chloé, Emma, ça fait longtemps. On s'est figés toutes les trois, mais Megan ne semblait rien remarquer. Elle a commencé à manger en parlant normalement. C'est juste que notre département est super loin du vôtre. Depuis que j'ai changé de chambre, je ne vous croise plus. Vous allez bien? Elle parlait avec enthousiasme, mais aucune de nous ne répondait. Finalement, je n'ai pas pu m'en empêcher. M'a dit « Tu rêves encore de pastèques, ces temps-ci » Megan s'arrêta. « Non, ces derniers temps, je rêve plutôt que je mange des rouleaux de nouilles de riz. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Je n'ai pas su quoi répondre. À ce moment-là, des étudiantes à la table d'à côté discutaient, et leurs voix nous sont parvenues clairement. « Tu as entendu parler de ce qui s'est passé dans la résidence ?»« Oui. Ils disent que celui qui a fait ça était très fort. Un coup net, comme s'il coupait une pastèque. » Megan entendit aussi. Elle nous regarda. Son visage devint lentement pâle. « Attendez. » Sa voix tremblait. « Vous pensez que... c'est moi ?» Personne ne répondit. Mais le silence suffisait. Ses yeux se remplirent de larmes. « C'est vraiment ce que vous pensez de moi ?» Elle avait du mal à respirer. « Je vous l'ai dit, il n'y a aucun objet dangereux dans ma chambre. Je ferme la porte à clé tous les soirs. Je vérifie chaque matin. Vous ne me faites même pas confiance ?» Olivia se sentit mal. M'a dit « Ce n'est pas ce qu'on voulait dire. » Mais Megan ne voulait plus écouter. Elle se leva brusquement et partit en courant. En pleurant. On perdit toutes les trois l'appétit. Quand on est revenu dans notre chambre, une fille du couloir s'est approchée de nous, avec un air mystérieux. « Vous êtes au courant? Il y a du nouveau pour ce qui s'est passé à l'étage. On s'est arrêté net. » La police a vérifié toutes les caméras du couloir. Personne n'est entré ni sorti de la chambre de la victime. Elle baissa la voix. Du coup, les trois colocataires sont les principales suspectes. On est resté sous le choc. Si personne n'était entré, alors ça venait forcément de l'intérieur. Ça n'avait peut-être rien à voir avec Megan. Olivia avait l'air encore plus coupable. On devrait peut-être s'excuser auprès d'elle. Être soupçonnée de quelque chose comme ça. Moi aussi, je serais mal. « S'excuser de quoi ?» répondit Chloé sèchement. « On n'a jamais dit que c'était elle. On a juste posé une question. Si tu t'excuses, ça va juste rendre les choses encore plus bizarres. » Elle avait raison. Alors on a laissé tomber. On s'est lavé et on est allé se coucher. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi quand... Toc, 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 quelqu'un frappait à la porte. Je me suis réveillée immédiatement. J'ai attrapé mon téléphone. 2 heures du matin. Un frisson glacé m'a traversé le corps. Qui viendrait frapper à cette heure-là? Pendant ce temps, Olivia avait déjà allumé sa petite lampe depuis le lit du haut. J'ai vu que Chloé était aussi réveillée. La voix tremblante d'Olivia a brisé le silence. « Qui est là ?» Une seconde plus tard, une voix familière a répondu de l'autre côté de la porte. « C'est moi, Megan. » Dans la pénombre, j'ai vu le visage de Chloé perdre toute sa couleur. Je savais. On pensait toutes à la même chose. Est-ce qu'elle était en train de somnambuler? Ou complètement réveillée? Sans m'en rendre compte, je me suis enfoncée un peu plus sous ma couverture. « Qu'est-ce que tu veux ?» Silence, puis un petit rire, doux, mais complètement déplacé à cette heure-là. « Je viens d'ouvrir une pastèque parfaitement mûre. Vous en voulez ?» La chambre est devenue silencieuse, un silence lourd, oppressant. Dans l'obscurité, j'ai vu le dernier peu de couleur disparaître du visage de Chloé. Olivia descendit presque de son lit en panique et se jeta contre moi, tremblante. Je me suis forcée à réfléchir, à rester lucide. « N'ayez pas peur, » dis-je, sans même savoir si je parlais pour elle ou pour moi-même. La police a dit que ça n'avait rien à voir avec Megan. Elle doit juste être en train de dormir.
Mais au moment même où je disais ça, Olivia s'est raidie brusquement dans mes bras. Je l'ai regardée. Quoi? Son visage était complètement blanc, sa voix tremblait. Je viens de me rappeler, c'est moi qui me suis couchée en dernier ce soir. Mon cœur a chuté. Et elle m'a regardée, les larmes aux yeux. J'ai oublié de fermer la porte à clé. Mon corps entier s'est glacé. Au même moment, la voix de Megan est revenue, joyeuse, derrière la porte. « Oh, vous n'avez pas fermé à clé ?» Une pause. « Alors je vais entrer. » Clic. Le bruit du verrou. La porte s'est ouverte lentement. D'abord quelques centimètres, puis un peu plus. Puis elle s'est arrêtée. Dans l'obscurité du couloir, à travers l'ouverture, j'ai vu la silhouette de Megan. Elle portait son pyjama en coton. Ses cheveux étaient détachés. Et dans sa main, pendant une fraction de seconde, éclairée par la lumière du téléphone d'Olivia, j'ai vu clairement. Elle tenait quelque chose de sombre et lourd. Avec son autre main, elle poussa la porte complètement. Pourquoi il n'y a pas de lumière? Sa voix était normale, parfaitement normale. Pas celle de quelqu'un qui dort, mais de quelqu'un de totalement réveillé. Mon cerveau a compris ça immédiatement, et avant même d'y réfléchir, j'ai parlé, m'a dit. Ma voix était étonnamment stable. La lumière est cassée, ne bouge pas, il y a des affaires par terre. Tu pourrais tomber. Un silence. Olivia ne respirait même plus. Ah, d'accord. Megan s'est arrêtée juste à l'entrée. Je peux allumer la mienne? Oui, la lumière de son téléphone s'est allumée. Et en une seconde, tout est devenu clair. Megan était debout dans l'encadrement de la porte, les yeux complètement clairs, totalement réveillés. Dans sa main droite, ce n'était pas une arme. C'était une pastèque, une vraie, grande, verte, entière. Pendant exactement 3 secondes, personne n'a bougé. Puis Chloé a parlé, la première. Attends, elle plissa les yeux. C'est une pastèque? Megan sourit légèrement, un sourire simple, normal. Je vous avais dit que j'en avais trouvé une mûre. Elle la leva un peu, fière. Le vendeur du campus fait des réductions le soir. Celle-là était parfaite au toucher. Je l'ai achetée avant de dîner. Vous en voulez ou pas? Silence. 3 longues secondes. Puis, Olivia éclata de rire. Un rire nerveux, presque hystérique. Le genre de rire qui sort quand la peur a été trop forte, trop longtemps. Chloé se laissa tomber sur son lit et passa un bras sur son visage. Moi, je relâchai enfin l'air que je retenais depuis que quelqu'un avait frappé à la porte. Megan nous regarda, confuse. « Qu'est-ce que vous avez… » « Rien, dis-je enfin. Je me redressai légèrement. « Donne-moi un morceau. » La pastèque était incroyablement sucrée. Du genre qui te fait oublier où tu es. On s'est assises toutes les 4 par terre, en cercle, avec la pastèque coupée au milieu. Megan avait même apporté des assiettes en papier. Ce détail en disait long. Elle n'était pas venue au hasard. Elle avait prévu ce moment. Pendant un moment, personne n'a parlé de ce qui s'était passé. On mangeait, on respirait, on redescendait. Chloé fit une remarque sur l'heure. Olivia dit qu'elle allait probablement faire des cauchemars avec des fruits pendant des semaines. Puis Megan demanda ce qu'il s'était passé exactement. Alors on lui a raconté tout. Et quand on est arrivé au moment où Olivia a avoué qu'elle avait oublié de fermer la porte, Megan éclata de rire. Un vrai rire. Elle manqua presque de s'étouffer avec un pépin. C'était la première fois qu'on riait toutes ensemble depuis son départ. Quand elle est repartie, avec ses assiettes en papier, en promettant de ne pas faire de bruit dans le couloir, je me suis levée. J'ai fermé la porte à clé, 2 fois. Et j'ai vérifié 2 fois, puis je suis retournée dans mon lit. Je suis restée un moment à regarder le plafond. Chloé? Quoi? Tu lui dois des excuses. Silence. Long, puis… Peut-être, sa voix était basse, mais venant d'elle, c'était déjà beaucoup. Je me suis tournée, j'ai fermé les yeux. Mais le problème avec les vraies peurs, c'est qu'elles ne disparaissent pas comme ça. Elles restent. Quelque part entre la poitrine et l'estomac, et elles reviennent sans prévenir. 3 jours après l'histoire de la pastèque, je me suis réveillée au milieu de la nuit. Sans raison, juste réveillée. J'ai regardé l'heure. 3h02. Tout était silencieux. Et pourtant, mon corps refusait de se rendormir. Chaque petit bruit du bâtiment me paraissait étrange. Un tuyau, un ascenseur. Un pas lointain dans le couloir. Comme si quelque chose me disait de rester attentive. Il m'a fallu presque 40 minutes pour me rendormir. Mais à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais dormi aussi tranquillement. Pendant ce temps, l'histoire de l'étudiante du dessus continuait de circuler partout sur le campus. Les 3 colocataires avaient été interrogés, relâchés, puis interrogés à nouveau, mais aucune n'avait été officiellement accusée. Et pourtant, tout le monde avait déjà son opinion.
Une des filles avait quitté la résidence. Les deux autres restaient, mais on voyait dans leurs regards qu'elles savaient, qu'à chaque fois qu'elles entraient quelque part, quelqu'un les observait. Je ne savais pas pourquoi, mais moi aussi, je commençais à faire attention à des détails que je n'aurais jamais remarqués avant, jusqu'au matin où Chloé dit, presque sans y penser, « La police n'a rien ». Je levai les yeux. « Comment tu sais ça ?» J'ai vu sur un forum étudiant. Elle haussa les épaules. Pas de témoins, pas d'image, rien de concret. Elle marqua une pause. Juste la façon dont ça a été fait. Je sentis quelque chose se resserrer dans mon ventre. Quelle façon? Le coup. Elle me regarda. Ils disent que c'était précis, pas un geste paniqué. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Je reposai lentement ma fourchette. Chloé, arrête. Je dis juste, non, arrête. Elle se tut. Mais quand elle me regarda, je vis quelque chose de nouveau dans ses yeux. Pas de la colère, pas de l'agacement, de la peur. Pas celle qui explose sur le moment, mais celle qui reste, qui réfléchit, qui comprend. Quelqu'un dans ce bâtiment, dit-elle plus bas, a fait ça, silence. Et il vit encore ici. La semaine suivante, Megan est descendue étudier avec nous. C'était l'idée d'Olivia. Elle avait ce genre d'instinct, celui de réparer les choses sans en parler directement. Megan est arrivée avec son sac et ses cahiers, comme si rien ne s'était passé. Elle s'est installée à un bureau libre. Et pendant 2 heures, on a étudié en silence. Personne n'a mentionné quoi que ce soit. Et justement pour ça, c'était agréable, normal. Vers 9 heures, Megan a commencé à ranger ses affaires. Je dois vérifier que tout est bien fermé avant de dormir. Ça me prend un peu de temps. Olivia leva les yeux. Tu fais ça tous les soirs? Oui, elle hocha la tête. Je sais que je n'ai probablement rien fait, mais je ne peux pas en être sûre. Je ne m'en souviens pas. Alors je préfère tout faire pour que ce soit impossible. Personne ne répondit immédiatement. C'est logique, dis-je finalement. Megan me regarda. Son regard était direct, sans rancune. Emma, merci de ne pas avoir ouvert la porte, l'autre nuit, avec le couteau. Je restai silencieuse. N'importe qui aurait pu ouvrir. Et j'aurais pu... Elle s'arrêta. Bref, merci. Je repensai à la bouteille d'eau que je lui avais lancée au visage. De rien. Elle partit, et pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis Chloé dit, sans me regarder, « Désolée. » Je tournai la tête vers elle. Pourquoi? Pour ce que j'ai dit, l'autre jour, quand j'ai insinué que ça pouvait être elle. Sa voix était simple, directe, sans détour, mais sincère. Je sais, répondis-je. C'était 3 jours plus tard, un mardi. La fin d'après-midi, le campus était calme. La plupart des gens étaient dans leur chambre ou à la bibliothèque. Je revenais seule de la petite supérette du campus, marchant dans le couloir de notre étage quand je l'ai remarqué. Une porte, entr'ouverte. Celle au fond du couloir, pas celle de l'étage du dessus. Une autre, à quelques chambres de la nôtre. La chambre de Sonia, une fille de 2e année. Connue pour être très organisée. Toujours des horaires fixes, toujours la porte fermée. Jamais de surprise. Et pourtant, sa porte était ouverte, à peine. Peut-être 5 centimètres. Je me suis arrêtée. J'ai regardé le couloir. Personne. Silence total. 5 centimètres, ce n'est rien. Une porte peut rester ouverte pour n'importe quelle raison. Quelqu'un est sorti vite. Un courant d'air. Un mécanisme défectueux. Je me suis répété tout ça. Puis j'ai avancé. 4 pas. J'ai frappé. Pas de réponse. J'ai frappé plus fort. Toujours rien. Alors j'ai poussé la porte. Sonia était là, assise à son bureau, avec des écouteurs. Complètement concentrée. Elle ne s'était rendue compte de rien. Elle leva les yeux, surprise. Quoi? Ta porte était ouverte. Elle regarda derrière elle. Son visage changea immédiatement. Elle se leva. Ferma la porte, vérifia la serrure. Puis retourna s'asseoir. Merci. Je suis repartie. Cette nuit-là, j'ai encore eu du mal à dormir. Pas parce qu'il s'était passé quelque chose, mais justement parce qu'il ne s'était rien passé. Et ça, c'était encore pire. Je ne sais pas à quelle heure je me suis finalement endormie, mais je sais exactement à quelle heure je me suis réveillée. 2h15. Un cri, long, brutal, du genre qui ne s'arrête pas quand il devrait s'arrêter. Je me suis redressée d'un coup. Vous avez entendu ça? Olivia avait déjà allumé sa lampe. Chloé était debout avant même que je termine ma phrase. Ça vient du fond du couloir. On a ouvert la porte sans réfléchir. La lumière du couloir était allumée. Et la porte de Sonia, grande ouverte. On a couru. Sonia n'était pas morte. C'est la première chose que j'ai compris. Elle était debout au milieu de sa chambre,
les bras croisés contre elle. Son visage oscillait entre la peur et la colère. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle ne répondit pas tout de suite. Elle fixait quelque chose. La fenêtre. On a suivi son regard. Et on l'a vue, une grosse paloma grise. Morte, coincée contre le rebord de la fenêtre, une aile pliée dans un angle impossible. « Oh, elle m'est tombée dessus !» dit Sonia, encore sous le choc. « J'étais en train de lire, et elle m'est tombée dessus !» Megan arriva en courant derrière nous. La fenêtre n'était pas bien fermée. Sa voix était calme, rapide, précise. Le vent l'a ouverte. L'oiseau devait être posé dessus. Chloé observa la scène en une seconde. « C'est juste un oiseau mort. Je le vois, merci !» répondit Sonia sèchement. « Ce n'est pas un meurtrier. » « Merci pour l'analyse. » Olivia resta à l'entrée, visiblement incapable d'approcher. Megan, elle, agissait déjà. Elle sortit un sac plastique. On ne savait même pas d'où. Elle ramassa l'oiseau sans hésiter, sans dégoût, comme si c'était normal. Elle ferma le sac, puis le posa dans le couloir. « Je le jetterai demain matin. » Ensuite, elle ferma la fenêtre, vérifia la fermeture, une fois, puis deux, puis trois. Voilà. Sonia la regarda. Son expression changea légèrement. Merci. Cette nuit-là, on ne s'est pas séparés. Sonia ne voulait pas rester seule, et aucune de nous n'avait envie de la laisser. On a mis des matelas au sol, quelqu'un a trouvé du chocolat, et on est resté éveillés. À parler de tout et de rien. Séries, examens, des choses sans importance, mais nécessaires, parce que le silence était devenu trop lourd, vers 3 ou 4 heures du matin. Sonia regardait le plafond, puis elle dit doucement « La fille de l'étage du dessus », personne ne répondit. Je la connaissais un peu, pas vraiment amie, mais on se croisait à la laverie, une pause. Elle m'a prêté de la lessive une fois, silence. Elle était gentille, je suis désolée. Dis-je, ce n'était pas mon amie, répondit-elle, mais c'était quelqu'un. Personne n'ajouta rien, puis Chloé parla, sans lever les yeux. Il y a quelqu'un responsable. Une pause. Ils ne l'ont juste pas encore trouvé. Ou ils ne le trouveront jamais, dit Sonia. Le silence qui suivit était lourd, trop lourd. Le lendemain matin, on est allés déjeuner ensemble. Sonia est retournée dans sa chambre avant qu'on parte. Personne n'a insisté. À table, Chloé posa son téléphone au centre, comme si elle déposait quelque chose d'important. J'ai trouvé un truc. Olivia fronça les sourcils. Encore ton forum. Pas seulement, le forum, le journal du campus et les commentaires sur les réseaux. Sa voix était basse, mais sérieuse. Le coup. Je sentis mon estomac se nouer. Quoi, le coup? Il disant que c'était précis. Elle nous regarda. Très précis, pas un geste paniqué. Quelqu'un qui savait exactement ce qu'il faisait. Olivia secoua la tête. Chloé, je sais ce que je dis. Elle inspira légèrement. Quelqu'un avec de l'entraînement. Silence. Quel genre d'entraînement? Demandai-je. Du sport. Arts martiaux. N'importe quoi où tu apprends à contrôler ta force. Elle marqua une pause, puis ajouta. Quelqu'un comme moi. La table devint silencieuse. Olivia la fixa. Tu dis quoi, là? Je dis que si moi j'y pense, d'autres aussi vont y penser. Elle haussa les épaules. Et je préfère réfléchir avant qu'on me pose la question. Je la regardais. Tu étais où cette nuit-là? Elle répondit sans hésiter. Dans mon lit, en train de dormir. Seule, une pause. Donc sans preuve, je soufflais légèrement. C'est l'alibi le plus normal qui existe. C'est aussi le plus inutile, répondit-elle. Je la fixai un instant. Et si quelqu'un te demande, tu dis la vérité. Rien de plus. Elle me regarda. Depuis quand tu parles comme ça? Mon père est avocat. Elle leva un sourcil. Et toi, tu fais quoi déjà? Communication, un léger silence. Puis, Chloé laissa échapper un petit rire. Bref, mais réel. Le premier depuis des jours. Cet après-midi-là, j'ai pris une décision. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Megan. Certaines décisions se prennent mieux en silence. J'ai commencé simplement, un carnet. Chaque soir, j'écrivais. Qui rentrait? À quelle heure? Si une porte restait ouverte, si quelque chose semblait étrange. Je ne surveillais pas des personnes, je surveillais le couloir, comme un système, sans interpréter, juste observer. La deuxième chose était plus délicate. Il y avait une femme à l'administration, Dolores. C'était elle qui gérait les changements de chambre. Elle m'avait déjà aidée une fois. Elle savait beaucoup de choses. Et surtout, elle parlait parfois plus que nécessaire quand elle faisait confiance. Je suis allée la voir, en fin de journée. Encore toi,
dit-elle en me regardant par-dessus ses lunettes. J'aurais besoin d'une information. Ça dépend laquelle. Je pris une inspiration. Les entrées et sorties du bâtiment, avec les cartes. Elle me regarda. Longtemps. Pourquoi? Sécurité. Ma colocataire a des problèmes de somnambulisme. Je veux suivre ses déplacements pour le médecin. C'était partiellement vrai. Elle continua de me fixer. Puis, je peux te donner les données du 3e étage. Pas plus. Ça me suffit, et ça ne sort pas d'ici. Évidemment, elle imprima plusieurs feuilles. Pas de version numérique. Elle savait ce qu'elle faisait. Je les ai prises, et je suis partie. Les données étaient, en grande partie, normales. Des allées et venues classiques. Des horaires étudiants. Rien d'étrange. Sauf 2 choses. Première anomalie, la chambre de Sonia. Sortie à 2h47 du matin. Retour à 3h19. 32 minutes, en pleine nuit. Deuxième anomalie, une carte d'entrée du bâtiment. Utilisée à 3h04 du matin. Quelqu'un était entré. En pleine nuit, la carte appartenait à une étudiante de 2e année, Carla, département de biologie, mais elle habitait au 4e étage, pas le nôtre. Je suis restée immobile, les feuilles entre les mains. Quelque chose commençait à se former. Je suis restée immobile dans ma chambre. Les feuilles encore entre les mains. 2 noms, 2 horaires, et aucune preuve. C'était exactement le moment où on pouvait faire une erreur. Accuser trop vite, se tromper. Je ne voulais pas faire ça. Alors j'ai respiré, et j'ai fait la seule chose logique. Observer. J'ai commencé par chercher Carla. Pas directement, pas de façon évidente. Je voulais juste la voir, comprendre. Je l'ai trouvée dès le lendemain. Dans le hall, grande. Des mouvements précis, calmes, contrôlés. Le genre de personne qui ne fait aucun geste inutile. Elle marchait comme quelqu'un qui savait exactement où poser les pieds. Pas nerveuse, pas stressée, juste maîtrisée. Je l'ai observée à distance pendant 2 jours. Rien. Absolument rien d'anormal. Elle allait en cours, revenait, s'entraînait, parlait normalement. 2 possibilités. Soit elle n'avait rien fait, soit elle savait très bien cacher. Sonia, elle, était différente. Depuis l'histoire de la Paloma, elle sortait à peine. Toujours les mêmes horaires. Toujours rapide. Toujours fermée. Je l'ai croisée à la laverie. C'était le seul endroit où elle ne pouvait pas éviter les gens. J'ai pris mon courage. Sonia, je peux te poser une question? Elle n'a pas levé les yeux. Ça dépend. La nuit où la fille est morte, tu es sortie de ta chambre? Silence. Le bruit de la machine. Puis, pourquoi tu me demandes ça? J'essaie de comprendre. Elle releva enfin les yeux. Elle me fixa, longtemps. Puis, oui, une pause. Je n'arrivais pas à dormir. Je suis descendue chercher de l'eau. Combien de temps? 30 minutes, à peu près. Mon cœur s'est serré. Tu as vu quelqu'un? Non. Entendu quelque chose? Elle hésita. Puis, des pas. Je me figeai. Où? Au 4e étage, une pause. Aller et retour. Elle me regarda différemment. Tu le savais déjà? J'avais une idée. Elle ferma la machine. Et tu comptes faire quoi avec ça? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je ne sais pas encore. Sonia resta silencieuse, puis elle parla plus bas. La fille qui est morte, et Carla? Je relevai la tête. Elle se connaissait. Mon cœur accéléra. Comment ça? Pas amies, mais elles avaient eu un problème. Quel genre de problème? Je ne sais pas exactement. J'ai juste entendu une dispute une fois, au 4e étage. Une pause, et un mot. Lequel? Elle me regarda. Plainte. Je suis rentrée dans ma chambre, mes mains dans les poches. Tout commençait à s'assembler. Mais en même temps, rien n'était encore sûr. Quand je suis revenue dans la chambre, Chloé était là. Je ne dis rien tout de suite. Je me suis assise sur mon lit. Elle s'étirait, comme d'habitude à cette heure-là, et elle me regarda du coin de l'œil. « Tu as une tête bizarre. » J'ai peut-être compris quelque chose, trop tôt. Elle s'arrêta. « Dis. » Alors je lui ai raconté, tout. Les horaires, les cartes d'accès, Sonia dans le couloir, les pas au 4e étage, le conflit, le mot « plainte ». Quand j'ai fini, elle ne parlait plus. « Carla » dit-elle finalement. « Oui, ce n'est qu'une théorie. » Une théorie avec des horaires, un conflit et un possible motif. Je marquai une pause. Mais aucune preuve. Chloé me regarda fixement. « Tu sais que tu ne peux pas aller voir la police avec ça, je sais. » Alors quoi? Je réfléchis. Puis, quelqu'un d'autre? Qui? La famille de la victime. Silence.
Tu es sérieuse? Ils veulent des réponses. Et eux, ils peuvent faire quelque chose avec ça. Chloé passa une main dans ses cheveux. Et si tu te trompes? C'est pour ça que je ne vais pas accuser. Juste transmettre. Et si Carla apprend que quelqu'un parle? Je la regardais. Alors personne ne doit savoir que ça vient d'ici. Un silence. Puis elle hocha légèrement la tête. D'accord. Le lendemain, je suis retournée voir Dolores. Elle leva les yeux en me voyant. Encore, j'ai besoin d'une dernière chose. Elle soupira légèrement. Dis toujours. Est-ce que la famille de la victime a un contact ici, un représentant, un avocat? Elle me fixa. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à leur dire. Un silence. Long. Puis, je ne peux pas te donner leurs coordonnées. Je comprends. Elle ouvrit un tiroir, puis un autre. Mais je peux te dire qu'un avocat est venu lundi dernier. Je ne dis rien. Et que son cabinet est en ville. Elle me regarda. Le reste, tu peux le trouver toute seule. Je me levai. Merci, je ne t'ai rien dit. Bien sûr, cette nuit-là, j'ai écrit. Un message. Simple, sans nom, sans émotion. Seulement des faits. Date, heure, nom, le conflit, les mouvements. Tout. À la fin, j'ai ajouté, ce ne sont pas des preuves, ce sont des observations, mais elles indiquent où chercher. J'ai envoyé, puis supprimé le compte. Le lendemain, j'ai croisé Carla dans le couloir. Elle ne m'a pas regardée. Elle est passée à côté de moi, concentrée sur son téléphone. Mais j'ai vu ses mains, ses jointures, rougies. Pas à cause du froid, à cause des impacts. Répété, contrôlé. La réponse est arrivée 4 jours plus tard. Pas directement. Pas au message, mais par Dolores. Elle m'a appelé dans son bureau un jeudi après-midi, comme la première fois. Même regard, même calme. J'ai reçu un appel. Je suis restée silencieuse. L'avocat de la famille. Mon cœur a accéléré. Ils ont reçu des informations anonymes. Elle marqua une pause. Ils veulent te parler à quelqu'un du bâtiment. Elle me fixa. Tu sais quelque chose là-dessus? Je n'ai pas hésité. Oui, tu veux leur parler? Oui, elle ouvrit un tiroir, sortit une carte. Appelle aujourd'hui. Je la pris. Merci. Je ne t'ai rien dit, bien sûr. J'ai appelé le jour même, assise seule sur un banc, derrière le bâtiment. La conversation a duré 40 minutes. Je n'ai fait qu'une chose. Répéter les faits, sans ajouter. Sans interpréter. L'avocat écoutait. En silence. Quand il posait des questions, elles étaient précises. Très précises. À la fin, il demanda « Seriez-vous prête à répéter cela officiellement, si nécessaire? Ça dépend. » Une déclaration. Rien de public. Je réfléchis une seconde. Oui, très bien. Ce qui a suivi n'avait rien de spectaculaire. Pas de scène, pas de confrontation. Juste du temps, des vérifications, des démarches, la réalité. Mais Dolores m'a dit une chose. Une seule, et ça a suffi. Le point de départ, c'était la carte d'accès. À partir de là, ils ont creusé et ils ont trouvé des messages entre Carla et la victime. Des messages que personne n'avait regardés avant, parce que personne n'avait de raison de les chercher. Jusqu'à maintenant, la vérité était simple. La victime avait signalé Carla, un problème dans un travail commun, quelque chose de sérieux. La plainte avait été acceptée, 3 jours avant sa mort. Carla le savait. Le reste était une conséquence. Je n'étais pas là quand ils sont venus la chercher. J'étais en cours, comme tout le monde. J'ai appris la nouvelle comme les autres. Sur le groupe du campus. 3 lignes, courtes. Arrestation au 4e étage. Étudiante en biologie. Liée à l'affaire de la résidence. Je suis restée à regarder mon téléphone, sans bouger. Puis je l'ai posé. Et j'ai continué à écrire, comme si de rien n'était. Le soir, on s'est retrouvés toutes les 4 dans la chambre, sans vraiment décider. Juste, comme d'habitude, Megan, Chloé, Olivia et moi, personne ne parlait. Puis Megan demanda doucement « Comment tu te sens ?» Je pris le temps de réfléchir, vraiment. Bizarre. Elle fronça légèrement les sourcils. Bizarre comment? J'ai fait ce qu'il fallait, mais pas de la bonne façon. Un silence. Et je ne sais pas quoi faire avec ça. Chloé, depuis son lit, répondit calmement. Peu importe comment tu l'as fait. Une pause. Au final, quelqu'un devait savoir. Olivia regardait ses mains. La fille, celle qui est morte. Elle avait prêté de la lessive à Sonia. Personne ne répondit. Mais on pensait toutes la même chose. Il y a des choses que personne ne dit. Des choses qu'on comprend seulement après. La peur peut te faire voir n'importe quoi. Cette nuit-là, quand Megan était au-dessus de moi avec un couteau, j'étais certaine.
certaine que le danger venait d'elle, mais c'était faux. Megan. C'était aussi celle qui avait ramassé un oiseau mort en pleine nuit pour éviter que Sonia le fasse. La peur et la réalité ne sont pas toujours les mêmes. La fille du département de littérature avait fait ce qu'il fallait. Elle avait parlé, elle avait signalé quelque chose, et elle en a payé le prix. Carla, elle, avait pris une décision, une mauvaise. Une décision prise par peur, par panique, quand elle a compris que tout allait s'effondrer. Aucune de ces choses n'a une solution simple. Mais il y a une chose que je sais. Je suis contente d'avoir frappé à la porte de Sonia, ce jour-là, quand elle était entr'ouverte. Je suis contente de ne pas avoir ignoré cette sensation, même si c'était plus simple de le faire. Parce que parfois, ignorer ce qu'on ressent peut coûter beaucoup plus cher. La dernière nuit du semestre, Megan est revenue avec une autre pastèque. On s'est assise par terre, en cercle, comme la première fois. Elle l'a coupée, calmement, avec un couteau normal. Celle-ci est parfaite. Elle me tendit le premier morceau. Je l'ai pris. Elle avait raison. Elle était parfaite.